bonne année. Question orale. The honorable leader of the opposition. Le chef de l'opposition. Tout au début, Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter à tout le monde joyeux Noël, joyeuses fêtes, mais pour certains, ça ne va pas être trop joyeux. Malheureusement, le coût d'un souper de Noël a augmenté 20 depuis 2021. En fait, une banque alimentaire à Mississauga a indiqué que certains visitent pas seulement pour la nourriture, mais pour chercher l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs propres factures. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier le gaspillage d'argent quand les gens ne peuvent même pas manger? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je rejoins mes voix à tous mes collègues pour souhaiter joyeux Noël à tous, mais nous reconnaissons que ça va être des fêtes difficiles pour bien des Canadiens, avec le haut de la vie lié du coût de la vie lié à l'inflation globale. C'est difficile. C'est pour ça qu'on a été là pour investir dans les familles, avec le doublage de la crédit de la TPS, avec de l'aide pour les soins dentaires pour les enfants qui n'avaient pas accès à des soins dentaires, de l'aide pour les locataires à faible revenu, en coupant en moitié l'aide au niveau des garderies des petites enfances. Nous allons continuer d'être là pour les Canadiens cette année et l'année prochaine et dans l'avenir. Le chef de l'opposition. Ces promesses ne fonctionnent pas. On souhaite un joyeux Noël à tous, mais ce ne sera pas un joyeux Noël pour bien des Canadiens. 20 des Canadiens sautent un repas. Il y a une augmentation de 20 pour l'achat d'une dinde pour une famille moyenne. Et un PDG d'une banque alimentaire de l'Ontario a dit que certains clients envisagent l'aide médicale à mourir ou le suicide parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans la pauvreté. Ça, c'est l'héritage de 7 ans du premier ministre. Il peut promettre ce qu'il veut, mais voilà ce qui se passe réellement sur le terrain. Comment peut-il justifier le gaspillage de 4,6 milliards de dollars alors que des gens n'ont même pas de quoi manger? Très honorable premier ministre, Monsieur le Président, nous savons que les Canadiens vivent des moments difficiles, mais nous savons aussi que les Canadiens continuent à être là les uns pour les autres. Voilà pourquoi notre gouvernement continue dans la même voie en soutenant les Canadiens. Nous avons doublé le crédit d'impôt de la TPS pendant 6 mois. Nous avons aidé aussi des familles avec une aide ponctuelle. Nous avons aidé avec les soins dentaires, avec l'aide au loyer. Les conservateurs ont voté contre, mais nous allons aider avec un montant de 1 300 $ pour les familles qui ont besoin d'aide pour les soins dentaires et aussi l'aide au loyer de 500 $. Nous allons continuer d'être là pour les Canadiens en ces temps difficiles. L'honorable chef de l'opposition. Son héritage, c'est la pire inflation en 40 ans. 20 des Canadiens ne peuvent pas s'acheter de la nourriture. Selon la vérificatrice générale, il y a des dépenses suspicieuses et il y a aussi du gaspillage à hauteur de 4,6 milliards de dollars. Donc, c'est de l'argent qui a été gaspillé, ce qui fait augmenter la crise inflationniste. Et les Canadiens en payent le prix. Il a donné des chèques à des gens décédés et à des détenus. Quand va-t-il retrouver ce 4,6 milliards de dollars? C'est la vérificatrice générale qui a soulevé cet enjeu. Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, les Canadiens vont se souvenir d'une chose. Avec le défi pandémique, nous avions besoin d'être là les uns pour les autres. Notre gouvernement a pris la décision d'agir rapidement pour aider les Canadiens, les familles canadiennes, les travailleurs, les aînés, les jeunes et les PME. C'était nécessaire pas seulement pour passer au travers la crise sanitaire de la pandémie, mais aussi pour traverser la crise économique qui venait par la suite. Notre économie s'est remise sur pied plus rapidement que la plupart de nos homologues à l'étranger. Nous allons continuer à être là pour les Canadiens. Nous allons continuer à investir pour un meilleur avenir. L'honorable chef de l'opposition. Oui, mais selon la vérificatrice générale, des détenus ont reçu de l'argent, des personnes décédées ont reçu de l'argent. Et il y a aussi un gaspillage de 4,6 milliards de dollars. Ma question était très simple, Monsieur le Président. À quelle date, précisément, le Premier ministre et le gouvernement retrouveront-ils ce gaspillage de 4,6 milliards qui a été soulevé par la vérificatrice générale du Canada, le très honorable Premier ministre? Monsieur le Président,
Les Canadiens, comme les électeurs à Mississauga Lakeshore, reconnaissent la nature du message conservateur, des coupures pour l'assurance-emploi, pour les pensions. Ils veulent en faire moins pour les Canadiens. Ils ont voté contre des mesures de soutien qui visaient à aider des familles qui, entre autres, avaient besoin d'aide pour envoyer leurs enfants au dentiste cette année et l'an prochain. Les conservateurs continuent de proposer une mesure d'austérité, des mesures d'austérité et des coupures. Nous, de notre côté, nous allons être là pour les Canadiens parce que c'est notre essence même à titre de Canadiens. Nous sommes là les uns pour les autres. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre libéral a fait augmenter la facture du chauffage. On s'attend à ce que les factures doublent cet hiver. 40 des Canadiens dans la région de l'Atlantique vivent dans une certaine pauvreté. Et ceux qui utilisent du pétrole ou d'autres sources vont devoir payer plus. Et maintenant, les libéraux prévoient de tripler la taxe sur le carbone. Cette taxe sur le carbone, combien coûtera-t-elle exactement à la famille canadienne moyenne pour les factures cet hiver? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la tarification sur le carbone dans la région de l'Atlantique commencera au printemps, donc il n'y aura rien de plus sur la facture cet hiver. Plutôt que de faire de la désinformation, il devrait être à l'écoute de ce qu'on dit. Il saurait ce qu'il en est s'il nous écoutait. Avec nos tarifications, nous allons protéger notre avenir, nous allons lutter contre les changements climatiques et nous allons donner plus d'argent dans les poches des Canadiens qui travaillent fort. Nous allons les soutenir dans cette transition énergétique. Voilà l'essence même de la tarification sur le carbone. Nous allons continuer à être là pour les Canadiens tout en luttant contre les changements climatiques. Chambly. Monsieur le Président, mettons-nous dans l'esprit des fêtes. Le premier ministre a reçu une invitation généreuse des premiers ministres des provinces, comme une soirée en famille un peu. Ils vont peut-être lui parler d'une vieille tante malade. Ils vont lui dire que ça coûte cher. Il va trouver ça long. Mais ça se refuse pas, une invitation comme ça, Monsieur le Président. Ça ne se refuse pas. Est-ce que dans l'esprit des fêtes, le premier ministre se rendra à l'invitation du Québec et des provinces? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, dans l'histoire de notre pays, aucun premier ministre n'a autant rencontré les premiers ministres des provinces pour une crise de santé que moi. Et je vais continuer de rencontrer régulièrement les premiers ministres. J'ai bien hâte d'ailleurs de pouvoir m'asseoir avec le premier ministre du Québec dans une couple de jours pour parler des préoccupations des Québécois et puis pour parler de comment on va continuer de travailler ensemble. Nous savons qu'on a besoin d'amélioration dans nos systèmes de santé. Le gouvernement fédéral va être là pour appuyer les provinces pendant qu'ils font ces améliorations. Nous savons à quel point c'est important pour les familles à travers le pays. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Le premier ministre confond une fête et un tête-à-tête, et je ne sais pas lequel sera le plus difficile. Mais je suis certain qu'il est plus poli que ça. Ils en ont long à dire, les premiers ministres en famille. Ils ont des cousins sur des civières dans les corridors d'hôpital, un oncle qui attend une opération au rein, l'ami Guy terrassé par une pneumonie et qui a peur de la COVID, et mon fils ou son fils ou votre fils peut-être, qui pourrait ou est aux prises avec une grave situation de santé mentale. Ils vont se fâcher bientôt, les premiers ministres. Est-ce que le premier ministre est vraiment certain qu'il ne veut pas aller les rencontrer? Bravo. Bravo. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous savons à quel point les Canadiens ont besoin d'amélioration dans nos services de santé. Il y a trop de gens qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Il y a trop de gens qui doivent attendre des mois, même des années pour des rendez-vous pour leurs urgences de santé mentale. Il y a des gens qui continuent d'attendre sur des files d'attente qui durent depuis trop longtemps. Au fédéral, on a investi 72 milliards de dollars de plus dans les systèmes de santé au cours des dernières années et on va être là pour investir plus d'argent. Mais les Québécois et tous les Canadiens savent, ça prend pas juste de l'argent, ça prend des résultats et c'est sur ça qu'on travaille avec les provinces. Member for Burnaby South. Le député de Burnaby Sud. Il y a une crise dans le système de santé et cette crise a des conséquences sur les enfants. Les enfants souffrent. Le premier ministre a dit qu'avec l'impasse au provincial, il ne peut rien faire. Je lui rappellerai une chose. Lors des dernières élections, il avait fait une promesse. Il a promis d'engager des centaines de nouveaux médecins et infirmiers et infirmières. Et ça aiderait certainement la crise. Est-ce qu'il était sérieux lorsqu'il a fait cette promesse? Voilà ma question. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président,
Nous savons à quel point il y a un problème d'accès aux praticiens de la santé. Il faut avoir des accès plus rapides aux services en santé mentale. Il y a beaucoup d'arriérés de cas et nous sommes engagés à régler cette situation. Notre ministre de la Santé communique avec ses homologues depuis des mois pour investir davantage. Nous allons investir davantage dans le système de santé au pays, mais nous voulons aussi des résultats pour les Canadiens. Voilà ce que désirent les Canadiens. Voilà ce que nous allons leur offrir. When I'm Prime Minister, I will... Lorsque je serai Premier ministre, je garderai mes promesses. Je les respecterai. Je vais réessayer. Order. À l'ordre. Order. À l'ordre. Okay, I know everybody. Bon, je sais que tout le monde a hâte parce que Noël s'en vient. C'est dans 2 semaines et demie. Mon calendrier de l'Avent dit 2 jours, mais bon, il y a peut-être un problème avec mon calendrier. Calmez-vous, respirez. Du début, le député de Burnaby Sud. Absolument, Monsieur le Président. Je le répète pour mes collègues à côté, lorsque je serai Premier ministre, je vais respecter mes promesses. Let me try again. Je me réessaye. Le Premier ministre a fait une autre promesse. Ou il devrait en faire une autre promesse. Je suis désolée. Order. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Burnaby Sud. Du début, on réessaye. We know that there's some people... Nous savons que certaines personnes aiment le chiffre 3 dans cette Chambre, donc lorsque je serai Premier ministre, je garderai mes promesses. Je me réessaye. Il y a une autre promesse qui aiderait certainement la crise. Une garantie de salaire pour les travailleurs dans les établissements de soins de longue durée, pour qu'ils aient un salaire plus décent. Ça aiderait pour que ceux qui sont dans ces établissements soient bien gérés et bien traités, pour qu'ils obtiennent les soins dont ils ont besoin. Est-ce que le Premier ministre était sérieux avec cette promesse ou espérait que les choses achoppent au niveau provincial pour ne pas respecter cette promesse? C'est très honorable, Premier ministre. Monsieur le Président, comme nous l'avons démontré pendant la pandémie, nous allons continuer à être là pour les Canadiens. Nous allons continuer à être là pour aider ces travailleurs de première ligne essentiels. Ces travailleurs vont continuer à travailler alors que nous allons prendre une pause avec nos familles. Ils vont continuer à être là dans les établissements de soins de longue durée, dans les résidences pour personnes âgées. Nous allons continuer à être là pour eux, pour veiller à augmenter leur salaire. Le gouvernement fédéral va faire sa part. À cet égard, nous devons reconnaître ces gens à leur juste valeur. Ce sont des héros et ils sont là pour les plus vulnérables d'entre nous. Le chef de l'opposition, le Premier ministre... Qu'a-t-il fait avec l'interdiction des armes à feu? Il a endossé la même politique qui avait été annoncée. Les députés des régions rurales, y compris Terre-Neuve et Labrador, sont pour l'interdiction des armes à feu utilisées pour la chasse. Le Premier ministre tente de nier que c'est une interdiction, même si les Premières Nations l'ont dit, même si ses experts l'ont dit, même si des membres de son propre caucus l'ont dit. Est-ce qu'il va se lever aujourd'hui et nous regarder dans les yeux et nous dire sérieusement qu'il n'y a pas de fusil de chasse inclus dans l'interdiction, dans le projet de loi? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, il y a quelques années, nous avons pris un engagement envers les Canadiens. Nous avions dit que nous allions interdire les armes d'assaut.
On n'a pas à avoir ce genre d'armes dans la société. Ce sont des armes qui sont conçues pour tuer le plus de gens le plus rapidement possible. Il n'y a pas de place pour ça dans notre société. Nous allons agir le plus rapidement possible pour interdire les armes d'assaut, pas seulement pour maintenant, mais à l'avenir aussi. Nous allons continuer de concert avec les agriculteurs, avec les membres du caucus, avec les chasseurs et avec les parlementaires des divers partis pour bien faire les choses. Mais tous les Canadiens veulent la réduction de la violence armée. C'est ce que nous allons faire. Le chef de l'opposition. Mais non, ce n'est pas ça qu'il fait, Monsieur le Président. Il interdit des armes à feu qui, bien souvent, ne sont même pas semi-automatiques. Il s'agit d'armes à feu qui doivent être rechargées chaque fois. Elles sont conçues délibérément pour des activités de subsistance et de chasse. Les Premières Nations se sont exprimées contre cette interdiction des armes de chasse et certains membres de son caucus ont dit la même chose, des experts ont dit la même chose. La liste ne cible pas des armes d'assaut, elle cible plutôt des armes qui sont utilisées pour la chasse traditionnelle. Est-ce qu'il va décider de changer? Est-ce qu'il va changer d'idée, en fait? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, nous avons entendu les préoccupations des partenaires des Premières Nations, Inuits et Métis. Notre intention, c'est de cibler des armes qui sont conçues pour le champ de bataille et non pas pour la chasse. Comme je l'ai dit, le ministre de la Sécurité publique prend bien son temps pour bien faire les choses. Donc, ça veut dire des consultations avec les divers partenaires pour ne pas inclure des armes qui ne devraient pas être incluses. Nous prévoyons aussi rencontrer des leaders des Premières Nations. Le chef de l'opposition ne l'a pas fait la semaine dernière. Il avait l'occasion de rencontrer les chefs de l'APN. J'ai rencontré des leaders autochtones du pays et ils sont unanimes. Ils veulent protéger leur tradition millénaire de la chasse et donc, pour la chasse, ils ont besoin d'armes à feu. Le premier ministre et le gouvernement ont déposé une liste de 300 pages d'interdiction d'armes à feu, des armes de chasse. Cette liste a été envoyée à un comité parlementaire. On parle de gaspillage de millions, sinon de milliards de dollars pour interdire des armes à feu qui sont des outils légitimes pour l'agriculture et la chasse. Pourquoi n'investit-il pas cet argent dans la lutte contre la violence armée? Le très honorable Premier ministre. Le chef de l'opposition a fait partie d'un gouvernement avant que nous arrivions au pouvoir en 2015. Et le gouvernement a fait des coupures d'environ 1 milliard de dollars à la frontière. Nous, au contraire, nous avons réinvesti dans ce milieu tout en investissant dans la sécurité de nos communautés. Nous avons investi de façon massive dans la protection aux frontières. L'an dernier, nous avons pu récupérer le double d'armes illégales en contrebande. Nous allons continuer à être là pour protéger nos frontières, les Canadiens, et nous allons continuer à lutter contre la violence armée. Le chef de l'opposition, ces politiques coûtent plus cher que nos politiques, mais qu'en est-il des résultats? Ce n'est pas très concluant. La violence armée a augmenté de 32 c'est une augmentation de 32 depuis 7 ans. Et il y a de plus en plus de violences de gangs. Le chef des forces policières de la ville de Toronto a dit qu'une bonne partie des armes utilisées viennent en contrebande des États-Unis. Ce ne sont pas des armes utilisées à Cap-Breton ou dans les régions rurales de l'Alberta par des chasseurs ou des agriculteurs. Quand va-t-il cesser de gaspiller cet argent pour cibler les agriculteurs et les chasseurs? Quand va-t-il cibler plutôt la violence armée? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, l'ancien gouvernement conservateur dont a fait partie le chef de l'opposition a fait des coupures à hauteur d'environ 1 milliard de dollars à nos frontières. Nous avons investi près d'1 milliard de dollars pour lutter contre la violence armée, pour que les criminels n'aient pas accès à des armes à feu. Et ça, c'est depuis 2018. Nous avons investi aussi 137 millions de dollars pour l'ASFC. Ça a été annoncé dans l'énoncé économique et ça cible le trafic illégal d'armes à feu. Nous avons récupérer le double d'armes à la frontière par rapport à l'année précédente. Le chef de l'opposition. À nouveau, il cible des innocents plutôt que le problème réel. Bon, je passe à autre chose. Les héros qui protègent notre pays, qui ensuite vont au ministère des Anciens combattants pour recevoir l'aide à laquelle qu'ils devraient recevoir. Le bilan du gouvernement est horrible. Certains se sont fait recommander l'aide médicale à mourir. Il y a au moins 6 ou 7
anciens combattants qui ont reçu le conseil d'obtenir l'aide médicale à mourir. On leur a dit que c'était la meilleure solution pour eux. Le premier ministre peut-il nous dire combien d'anciens combattants ont reçu ce conseil de recevoir l'aide médicale à mourir? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, c'est absolument inacceptable. Le ministère des anciens combattants prend des mesures sérieuses pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus, mais aussi pour que les agents qui ont fait de tels conseils irresponsables et de façon personnelle ne puissent plus être dans cette position d'octroyer des conseils. Nous avons investi des milliards de dollars dans le soutien aux anciens combattants après 10 ans du gouvernement conservateur qui les a utilisés pour des séances photos. Nous allons continuer à être là pour nos anciens combattants. Comme nous l'avons fait, nous respectons leur travail. Le chef de l'opposition. Le premier ministre a dit que les anciens combattants demandent plus que ce qu'il peut leur donner. Le premier ministre, c'est le premier ministre à avoir siégé sur un ministère des anciens combattants au sein duquel certains recommandent aux anciens combattants qui sont des héros devraient recevoir l'aide médicale à mourir. Un ancien soldat a dit que la politique a triplé les délais et les refus. Ma question est très précise. Combien d'anciens combattants se sont fait dire qu'ils devraient avoir recours à l'aide médicale à mourir? Est-ce que je peux avoir un chiffre? Le très honorable premier ministre. Un seul serait trop. Voilà pourquoi nous condamnons ardemment quiconque aurait recommandé à un ancien combattant de recevoir l'aide médicale à mourir. Un ancien combattant mérite les meilleurs soins gouvernementaux. Voilà pourquoi nous avons investi 10 milliards de dollars après les coupures de l'ancien gouvernement conservateur. Le gouvernement conservateur avait coupé dans le secteur en fermant des bureaux, entre autres. C'est très au sérieux. Nous prenons cela très au sérieux. Si ça s'est produit au ministère des anciens combattants, en fait, le fait que ça soit produit, c'est complètement inacceptable. Nos anciens combattants méritent le mieux. Saint-Hubert. Monsieur le Président, je cite le député de Westmount hier à propos du projet de loi C-13 et du français. Ce serait une grande erreur pour nous, en tant que députés fédéraux, de laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu'il pourrait vouloir faire en matière de langue au Québec. Monsieur le Président, il dit carrément qu'il faut menotter le Québec en matière de protection du français. Puis justement, l'effet de C-13, c'est d'empêcher Québec d'imposer la charte de la langue française aux entreprises de compétences fédérales. Pourquoi le premier ministre protège l'anglais au Québec alors que c'est le français qui est menacé? Bravo! Le très honorable premier ministre. Nous sommes le premier gouvernement fédéral à reconnaître que nous avons une responsabilité de protéger le français partout au Canada, incluant au Québec. Mais de protéger le français partout au Canada aussi, c'est une de nos responsabilités. C'est pour ça qu'on met de l'avant des mesures avec C-13 qui va assurer que les entreprises à compétences fédérales, non seulement au Québec, mais à travers le pays, privilégient l'utilisation du français. Parce que c'est une façon d'assurer que nous demeurons un pays où le français est parlé fièrement d'un bout à l'autre de notre pays. L'honorable député de Longueuil-Saint-Hubert. Bon, Monsieur le Président, récapitulons. D'abord, Québec dépose son projet de loi 96 qui impose la charte de la langue française aux entreprises de compétences fédérales. Puis, soudainement, comme par hasard, Ottawa dépose sa propre réforme des langues officielles, C-13. C'est ni un hasard, ni l'air du temps, si on se fie aux propos des libéraux en comité hier. C-13 est une réaction visant à empêcher Québec de faire du français la seule langue du travail. Pourquoi le premier ministre refuse d'accepter un Québec où tout le monde travaille dans la seule langue commune du Québec, le français? Bravo! Le très honorable premier ministre. Ça fait plusieurs années qu'on reconnaît qu'il y a une responsabilité du gouvernement fédéral de participer à la protection de la langue française au Québec, que oui, le gouvernement du Québec a sa responsabilité, mais aussi le gouvernement fédéral là. Nous allons toujours respecter les champs de compétences. C'est pour ça qu'en matière de juridiction fédérale, d'entreprise à charte fédérale, nous nous assurons qu'eux aussi respectent le principe du français d'abord au Québec, mais aussi dans les communautés où on parle français à travers le pays. C'est une façon de protéger le français d'un bout à l'autre du pays et on en est fiers, Monsieur le Président. The Honourable Leader of the Opposition.
Honorable chef de l'opposition, nos hôpitaux sont surchargés. C'est pire encore dans les hôpitaux pour enfants. Moi-même, je me suis rendue dans un hôpital pour enfants avec ma fille. Nous étions dans le centre d'attente avec plein d'autres enfants. Ce qui est ironique, c'est que les médecins sont là. Nous accueillons des milliers d'immigrants qui sont médecins chaque année, mais un faible pourcentage d'entre eux peut pratiquer en arrivant au pays. Nous pourrions encourager les provinces à accélérer le processus de reconnaissance des compétences comme nous l'avons fait avec succès sous l'égide de notre ancien gouvernement. Pourquoi est-ce un échec aussi monumental du côté du gouvernement libéral? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, cette idée d'encourager, d'améliorer le système de santé au provincial, eh bien, nous faisons plus qu'encourager les provinces. Nous allons investir beaucoup plus d'argent dans le système de santé si les provinces peuvent nous garantir qu'il y aura de meilleurs résultats pour les Canadiens. Si les provinces peuvent nous garantir que les ressources humaines tireront profit des milliers de nouveaux arrivants qui veulent travailler, qui veulent se bâtir une meilleure vie, y compris dans notre système de santé. C'est sérieux pour nous, l'amélioration des résultats dans le système de santé, et ça pour tous les Canadiens. Nous avons cet engagement avec les provinces. Le chef de l'opposition, ça fait 7 ans qu'on attend des résultats. Il n'y en a eu aucun. Il peut bien se targuer de tout l'argent dépensé, mais il n'y a pas de résultats concrets. Pendant ce temps-là, des immigrants sont obligés de travailler dans des emplois qui leur offrent un maigre salaire, même si ce sont des médecins ou des infirmiers ou des infirmières. Et on a besoin de ces professionnels de la santé. Moins de la moitié des médecins et des infirmiers et infirmières provenant de l'étranger peuvent travailler en arrivant au pays. On pourrait se préparer en amont pour reconnaître leurs compétences. On pourrait leur offrir des prêts aussi. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas en ce sens? Très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, quand vient le temps d'augmenter ou d'accélérer la reconnaissance des compétences dans la province, je dirais que c'est un gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique qui agit en ce sens récemment. Peut-être que le chef de l'opposition peut encourager ses homologues conservateurs dans les provinces à faire de même. Ce serait un bon changement, un changement qui serait bienvenu par rapport à toute l'obstruction qu'on a vue jusqu'à présent. Nous allons continuer d'être là pour les Canadiens. Nous voulons améliorer notre système de santé pour les Canadiens. Nous voulons aider aussi les nouveaux arrivants qui veulent travailler dans leur secteur de compétences. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président, il y a eu un rapport sur des bureaux de police, des postes de police contrôlés par Pékin. C'est une enfreinte au droit international. C'est illégal qu'un gouvernement à l'étranger ouvre un bureau dans un autre pays sans permission et à ce qu'on sache, il n'y a pas eu de permission demandée ou obtenue. Combien de diplomates de Pékin impliqués dans ces postes de police ont été expulsés du Canada? Peut-il nous dire combien ont été expulsés? Le très honorable Premier ministre, les acteurs de l'étranger qui veulent s'ingérer dans notre système, c'est complètement inacceptable. C'est très préoccupant ce qu'on a entendu. Nous n'allons jamais tolérer les menaces envers notre sécurité nationale ou envers la sécurité de nos citoyens. Il y a des enquêtes sur ces allégations. J'ai demandé aux agences de faire une enquête très sérieuse et très prudente. Nous continuons à travailler de concert avec nos homologues à l'étranger pour lutter contre les actions inacceptables par des régimes totalitaires tels que celui de la Chine. Le chef de l'opposition. Quand bien il y a des reportages des bureaux policiers ici au Canada qui travaillent pour un État de l'étranger. Ça, c'est illégal. Ce n'est pas permis pour un gouvernement de l'étranger d'avoir des stations de policiers ici au Canada. Le premier ministre est au courant depuis au moins un mois. Encore, la question, combien de diplomates ont été expulsés du Canada depuis que le premier ministre a appris de l'existence de ces bureaux? Le très honorable Premier ministre. Les détails des allégations d'ingérence sont préoccupants. C'est pourquoi nous ne tolérons jamais qu'on menace la sécurité nationale du Canada ou la sécurité de nos citoyens et nos résidents. La Gendarmerie royale du Canada a annoncé qu'elle mènera une enquête concernant les allégations. J'ai demandé à Elios, aux responsables, d'en faire des suivis là-dessus. But I will say, Mr. Speaker, that the Chinese-Canadian... Cela dit, la communauté
Sinon, Canadienne est bien souvent victime d'ingérence de la Chine. Nous devons veiller à ce que ces ressortissants qui continuent à avoir une valeur exceptionnelle pour notre communauté, nous devons veiller à être là pour cette communauté. Ce sont des victimes. Le député de Burnaby Sud. De santé pédiatrique. Et le Premier ministre a promis 3,2 milliards de dollars pour embaucher 7 500 nouveaux médecins et infirmiers. C'est une promesse qui peut régler la crise. Donc ma question est simple. Où est cet argent? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons fait des engagements pour s'assurer que les Canadiens puissent avoir accès à des médecins de famille et nous nous tenons à ces engagements. Nous avons l'argent pour investir dans les systèmes de santé à travers le pays, mais nous avons besoin que les provinces fassent des engagements, que les provinces démontrent qu'ils vont livrer les résultats auxquels les Canadiens s'attendent. Ça fait trop longtemps que des gens attendent trop longtemps dans les salles d'urgence, qu'ils attendent pour des soins de santé, qu'ils attendent d'avoir un médecin de famille. On a besoin de voir les résultats. C'est pour ça qu'on est là avec l'argent quand il y aura des résultats de promis. Honorable député de Burnaby Sud. Le Premier ministre fuit ses responsabilités et il fuit ses promesses aussi. Voici une autre promesse. Le Premier ministre a promis 4,5 milliards de dollars pour établir un transfert canadien en matière de santé mentale. Encore, la question est simple. Où est cet argent? Très honorable Premier ministre. Président, je suis très content que mon collègue du NPD est en train de souligner effectivement ces investissements qu'on est là pour faire dans les systèmes de santé. Mais les Canadiens savent très bien qu'on ne peut pas tout simplement écrire des chèques en blanc aux provinces. On a besoin d'avoir les résultats. On a besoin de voir des améliorations dans les services pour les citoyens, pour les familles, pour les gens qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec les ministres de la Santé à travers le pays pour s'assurer qu'on livre des vrais résultats pour les familles canadiennes. L'honorable député de London West. Monsieur le Président, mes concitoyens à London West et en fait tous les Canadiens ont beaucoup vécu de choses cette année, de la pandémie à l'inflation mondiale, les effets dévastateurs du changement climatique, à l'incertitude croissante sur la scène internationale. Les Canadiens se tournent vers leur gouvernement pour obtenir à la fois stabilité et solutions. À l'approche des fêtes de fin d'année, le Premier ministre peut-il nous informer des mesures prises par le gouvernement pour s'assurer que nous avons une économie qui fonctionne pour tous au Canada? Le très honorable Premier ministre. Je remercie la députée de London West de sa question et de son travail acharné pour servir les intérêts de ses concitoyens. Et nous accueillons aussi un nouveau membre dans notre caucus, le nouveau député de Mississauga Lakeshore. Il va travailler très fort pour redonner de l'argent dans les poches des Canadiens. Ces Canadiens, ces électeurs ont rejeté les politiques promises par le chef de l'opposition qui veut se parer de l'inflation avec les crypto-monnaies. Ils ont plutôt opté pour un gouvernement qui rend la vie plus sûre et qui est mieux pour l'environnement. Nous avons mis en garde les Canadiens contre la loi du gouvernement sur l'aide médicale à mourir. Et essentiellement, la loi sur la vie ou la mort mérite un examen approfondi. Nous devons nous assurer que les personnes vulnérables soient protégées. C'est ridicule de voir que le gouvernement libéral offre un suicide sanctionné par l'État à nos héros militaires au lieu de leur fournir les soins dont ils ont besoin. C'est inacceptable et à bien des égards. Le Premier ministre peut-il mettre en pause cette loi viciée? Le très honorable Premier ministre, l'aide médicale à mourir, c'est un choix complexe qui touche les patients et les familles à un moment difficile de leur vie. Depuis le début, nous avons voulu établir un cadre qui offre des garanties, qui protège les plus vulnérables et qui offre aussi une compassion. Nous allons continuer de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires, les experts médicaux et en fait tous les parlementaires, à toutes les intervenants alors que nous allons de l'avant. Le député de Chilliwack Hope.
Mais en fait, il n'y a aucune garantie. Il y a trop de cas où des Canadiens vulnérables, y compris des anciens combattants blessés et des personnes vivant avec un handicap, se voient offrir de l'aide médicale à mourir au lieu d'obtenir de l'aide du système. Il y a 17 écoles médicales et une association de psychologues qui disent qu'on doit offrir de l'aide adéquate. Est-ce que le premier ministre va enfin écouter les experts et les Canadiens vulnérables et faire une petite pause avant de procéder à l'accroissement de l'aide médicale à mourir? Le très honorable premier ministre, la santé et la sécurité des plus vulnérables doit être au cœur de nos considérations. Nous devons nous montrer prudents et réfléchis dans notre approche à chaque étape. Voilà pourquoi nous allons continuer de collaborer avec les experts, y compris ceux qui sont aux premières lignes et ceux qui ont de l'expérience. Et nous allons collaborer avec tous les parlementaires, avec les provinces et les territoires pour voir à ce qu'il y ait un cadre solide en place. La députée de Kildonan-St. Paul. Monsieur le Président, en 2015, un homme de Toronto a tiré sur son ami et il n'a passé que 5 ans en prison. Ensuite, en 2021, il a été accusé d'avoir participé à une autre fusillade et maintenant, il est accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de contrebande d'armes à feu. Ces mêmes armes qui sont utilisées par des criminels comme lui pour terroriser les gens à Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg. Voici ce qui se passe dans nos villes. Manifestement, le problème, ce sont les gangs. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre s'en prend aux chasseurs? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, après que le gouvernement conservateur précédent ait coupé des milliards de dollars dans le financement des organismes d'application de la loi, nous avons fait en sorte qu'ils aient les ressources nécessaires. Nous avons investi massivement dans les programmes de sécurité communautaire et nous allons de l'avant avec le contrôle des armes à feu pour qu'il y ait un gel des armes à feu de contrebande et nous interdisons les armes de type d'assaut. Nous continuons de travailler avec les chasseurs qui respectent les lois pour bien faire les choses pour tous les Canadiens. Monsieur le Président, le Premier ministre et le leader du Bloc québécois sont totalement déconnectés en ce qui concerne la sécurité des Québécois. Ils visent ensemble à criminaliser les citoyens respectueux des lois tout en permettant aux criminels de se promener librement dans nos communautés. Avec l'appui du Bloc, l'adoption du projet de loi C5 a permis cette semaine à un criminel d'éviter la prison malgré qu'il était arrêté en possession de 2 pistolets chargés à bloc. De plus, le projet de loi C21, qui est aussi appuyé par le Bloc, s'attaque directement aux chasseurs québécois. Pourquoi être autant déconnecté? Le très honorable premier ministre. Ce qu'on est en train de voir et ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est que étape par étape, les soi-disant lois contre le crime avancées par l'ancien gouvernement conservateur ont été enlevées du code criminel, ont été niées par la Cour parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Évidemment, une loi qui ne peut pas durer sur les livres va pas fonctionner pour protéger nos citoyens. C'est pour ça qu'on va de l'avant en respectant notre système de justice, en respectant nos juges et en s'assurant qu'on est réellement en train de protéger les citoyens avec des lois qui durent. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, le chemin Roxham bat des records. À la fin de l'année, 40 000 demandeurs d'asile y seront probablement passés. C'est pourquoi la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette, demande au fédéral de payer pour qu'on verse de l'argent aux demandeurs d'asile afin de les aider à apprendre le français. C'est une bonne idée, aussi humaine que productive, pour les soutenir durant les longs mois d'attente après Ottawa pour obtenir un permis de travail. Puisque le premier ministre est responsable du chemin Roxham, est-ce qu'il va payer des allocations pour aider les demandeurs d'asile à apprendre le français en attendant de pouvoir travailler? Bravo! Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, depuis les débuts de cette situation, on a été là pour investir, pour être partenariat, pour aider le Québec à continuer d'être généreux comme les Québécois sont et accueillir des demandeurs d'asile. On reconnaît que c'est une charge lourde à porter pour le gouvernement québécois, donc on est là pour appuyer. Mais en matière de francisation, je peux souligner qu'on envoie plus de 700 millions de dollars par année au gouvernement du Québec pour des programmes de francisation et on va continuer d'être là pour s'assurer qu'au Québec, on continue les programmes de francisation. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, quand le premier ministre dit vouloir que le Québec accueille 112 000 nouveaux arrivants chaque année, dans les faits, c'est 112 000 plus les 40 000 du chemin Roxham. Donc,
pendant qu'il demande au Québec d'accueillir 152 000 personnes au total chaque année, est-ce qu'il offre plus d'investissements en francisation? On vient de l'entendre, c'est non. Est-ce qu'il augmente les transferts en santé pour suivre la démographie? Non. En pleine crise du logement, est-ce qu'il a annoncé des sommes pour accoter la hausse de la population? Encore? Non. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre sait que l'immigration, c'est du vrai monde, pas un chiffre qu'on lance des airs? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je viens de dire, on envoie à chaque année plus de 700 millions de dollars au gouvernement du Québec pour les programmes de francisation. Puis, s'ils en veulent plus, ils n'ont rien qu'à nous le demander parce qu'on croit à la francisation au niveau des nouveaux arrivants, puis on est content de pouvoir aider. Monsieur le Président, ce que j'ai souligné, ce que je vais continuer de souligner, c'est que le Québec peut fixer ses propres niveaux. S'ils veulent plus d'immigrants, ils peuvent en recevoir. On va être partant, on va faire partie de ce défi-là volontiers pour assurer qu'on comble les pénuries de main-d'œuvre. The honourable member. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lake. Bon, un autre jour et un autre ministre libéral est reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur l'éthique. Cette fois-ci, c'est la ministre du Commerce international qui a versé des dizaines de milliers de dollars à sa meilleure amie dans le cadre d'une entente louche. Sa meilleure amie, c'est la commentatrice de la CBC, Amanda Alvaro. L'histoire de ce duo remonte à l'époque où il travaillait pour un ministre des libéraux corrompus de l'Ontario sous McGuinty. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, il semble. Les Canadiens méritent mieux. La ministre va-t-il renvoyer à cette ministre pour montrer qu'il a des normes plus élevées pour elle que pour lui-même? Le très honorable Premier ministre. La ministre a assumé pleinement sa responsabilité et a présenté des excuses. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Bon, assumer sa pleine responsabilité, ce ne doit pas être le fait de verser des larmes de crocodile et s'excuser. Il faut qu'il y ait un renvoi. Bon, on se rappelle Eggleton qui avait donné des dizaines de milliers de dollars à son ex-petite amie et il a dû présenter sa démission. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des règles totalement différentes pour cette ministre? Alors, pourquoi ne pas faire ce qui s'impose et montrer aux Canadiens que des conséquences doivent s'apparier aux gestes et qu'elle va faire ce qu'il faut. Le très honorable Premier ministre. La ministre a assumé ses responsabilités et a présenté des excuses. Monsieur le Président, les libéraux ne sont pas à leur premier scandale. On a juste à se rappeler We Charity, on a juste à se rappeler SNC-Lavalin, puis tout le reste aussi. La plus récente violation à l'éthique avec la ministre du Commerce international a donné 2 contrats à sa très bonne amie, Amanda Alvaro. Les excuses sont pas suffisantes quand le portefeuille des Canadiens est vide. Et que les libéraux, en plus de ça, enrichissent leur ami sur le dos des contribuables. Alors, pas compliqué. La ministre doit quitter ses fonctions. Est-ce qu'elle va démissionner par elle-même ou le premier ministre va être obligé de le faire? Bravo. Très honorable Premier ministre. Président, nous respectons le travail du commissaire et le travail de son bureau. La ministre a pris l'entière responsabilité et a présenté ses excuses. L'honorable député de Madawaska-Restigouche. Monsieur le Président, depuis le lancement de notre plan détaillé de réduction des émissions pour 2030, en passant par la COP27 en Égypte et l'organisation de la COP15 à Montréal, notre gouvernement n'a pas chômé en matière d'action climatique. Est-ce que le Premier ministre peut informer cette Chambre sur les progrès du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques? Honorable Premier ministre. Président, je tiens à remercier mon collègue de Madawaska-Restigouche pour sa question et son travail acharné. Nous prenons des actions concrètes pour faire face à la perte de biodiversité et au changement climatique. Cette année, en plus d'avoir lancé la toute première stratégie nationale d'adaptation du Canada, nous avons annoncé avec 38 autres pays que nous mettons fin d'ici la fin de l'année à tout nouveau soutien au secteur énergétique international des combustibles fossiles sans dispositif de réduction. Nous allons continuer de mettre en œuvre des mesures ambitieuses qui préservent la pureté de l'air et qui construisent un avenir plus sain pour tous. Le député de Foothills. Les libéraux ont trouvé une solution pour lutter contre l'inflation record alimentaire, c'est-à-dire de tout éliminer.
nous avons affaire à une hausse de 11 des aliments. La moitié des Canadiens se demandent s'ils seront en mesure de payer l'épicerie. Et quelle est la solution des libéraux? Effacer des données qui remontent à 25 ans sur l'inflation alimentaire sur le site de Statistique Canada. Pour un gouvernement qui se targue d'être axé sur la science, eh bien, c'est drôle de voir qu'ils ont effacé ces données vitales de ce site Web. Le très honorable Premier ministre, nous n'avons aucune leçon à tirer en matière de données d'un ancien gouvernement qui a essayé d'annuler le formulaire long de recensement parce que les décisions doivent être fondées sur la science et les données. Nous allons suivre ces allégations et nous allons faire en sorte que les données puissent demeurer accessibles aux Canadiens. Et, Monsieur le Président, les Canadiens font face à une période difficile en ce moment, mais ce sera encore plus difficile s'ils avaient suivi le conseil du chef de l'opposition qui a dit qu'on pouvait contrer l'inflation en investissant dans les crypto-devises. Mais nous assumons une responsabilité, Monsieur le Président. Le député de Foothills. Ce ne sont pas des allégations. Les libéraux essaient de cacher leur bilan en matière d'inflation en effaçant 25 ans de données sur l'inflation alimentaire sur le site Web de Statistique Canada. Le premier ministre ne peut pas se cacher de ces faits. Et voici les faits. Tripler la taxe sur le carbone va coûter 150 000 $ par année aux agriculteurs canadiens. Et d'après les recherches, le fait d'éliminer ces données, ça fait en sorte que la recherche est plus difficile à mener. On ne peut plus croire à les chiffres qui nous viennent du gouvernement libéral. On ne peut pas se cacher des faits. Alors pourquoi essayer de camoufler son bilan en matière d'inflation en éliminant des données du site Web de Statistique Canada? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, manifestement, il s'agit d'allégations préoccupantes et nous allons assurer un suivi. Nous sommes le gouvernement qui a restauré le formulaire long du recensement. Et nous sommes le gouvernement qui fonde ses décisions sur des données et des données scientifiques. Mais parlant de preuves et de faits, il est temps que les conservateurs arrêtent de... À l'ordre, je suis désolée. Mais un petit peu de chahutage, ça passe encore, mais là, c'est beaucoup trop bruyant. Et ce n'est pas poli, et ce n'est pas parlementaire. Je demanderai au très honorable Premier ministre de recommencer depuis le début. Merci, Monsieur le Président. Manifestement, ces allégations sont troublantes et nous allons assurer un suivi. Nous avons affaire à un parti conservateur qui lutte contre les faits. Il voulait éliminer le formulaire long du recensement. Et il continue d'essayer de tromper les Canadiens relativement au prix sur la pollution qui, en fait, donne davantage d'argent dans les poches des Canadiens qui travaillent fort chaque année. Et en fait, il y a des versements 4 fois par année. Maintenant, l'objectif, c'est de lutter contre le changement climatique tout en protégeant les finances des Canadiens. Le député de Mégantic-l'Érable. Appris aujourd'hui que le poste de premier ministre est une garde partagée entre les libéraux et le NPD. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, Monsieur le Président. Qu'importe le chef que la coûteuse coalition va choisir d'asseoir dans cette chaise ou dans le cottage, les résultats vont être les mêmes. Des milliards de dollars en dépenses inflationnistes sur le dos des Canadiens qui n'ont jamais payé aussi cher pour leur repas de Noël, la pire inflation en 40 ans, les banques alimentaires qui débordent. Ma question, Monsieur le Président, en 2023, c'est qui va porter le bonnet d'âne? Le très honorable Premier ministre. Quand les conservateurs se plaignent qu'on est en train d'investir trop d'argent pour aider les Canadiens, on comprend qu'ils sont encore en train de prôner l'austérité. Monsieur le Président, on est en train de livrer 1 300 $ sur les prochains 2 ans pour des familles qui ne pouvaient pas payer que leurs enfants aillent chez le dentiste. Les conservateurs ont voté contre ces mesures-là. 1 300 $ dans les poches des familles canadiennes qui en ont besoin. On a déjà vu des milliers, des dizaines de milliers de familles prendre avantage de ça parce que ça aide pour aider dans la santé de leurs enfants et ça aide avec les dépenses. On est là pour aider les... Le député de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Monsieur le Président, dans ma circonscription de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country, il y en a beaucoup qui sont aux prises avec le coût élevé du logement. Et voilà pourquoi c'est si important que notre gouvernement introduise un paiement complémentaire de 500 $ à l'allocation pour le logement du Canada qui a été adopté dans la Chambre le mois dernier. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quand est-ce que cette prestation sera versée?
Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, je remercie mon collègue de West Vancouver, Sunshine Coast et de Sky Country de sa question et de son travail acharné pour ses concitoyens. Nous savons que le coût élevé du logement, c'est un problème pour beaucoup de Canadiens au pays. Voilà pourquoi nous avons introduit un supplément de 500 $ à la prestation canadienne pour le logement qui aidera presque 2 millions de Canadiens qui en ont le plus besoin. Hier, j'ai eu le plaisir d'annoncer que les Canadiens peuvent maintenant présenter une demande de paiement et j'encourage les personnes admissibles à faire une demande. Notre gouvernement sera toujours là pour les Canadiens. La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, hier, des membres de famille des dirigeants autochtones ont écrit une demande urgente au ministre. Ils demandent au gouvernement de fournir des ressources pour effectuer des recherches dans les décharges de Prairie Green et de Brady afin de trouver les restes d'êtres chers. Ils ont invité le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à superviser les recherches après que la police municipale de Winnipeg a déclaré que les peuples autochtones doivent se débrouiller seuls. Le premier ministre a qualifié de génocide la crise des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones assassinées et disparues comme un génocide. Alors, va-t-il rendre admissibles ces ressources maintenant? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, les Canadiens ont le cœur brisé. Les nouvelles sont effarantes relativement à ces femmes assassinées. Nous avons reçu les lettres des familles et nous voyons à quel point la douleur est intense. Et le gouvernement fédéral va faire de son mieux pour appuyer la province, la municipalité et quiconque a besoin pour que ces familles puissent tourner la page. Le député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, à la dernière élection, les libéraux ont promis un nouveau transfert aux provinces de 4,5 milliards de dollars pour la santé mentale. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un seul sou qui a été accordé. Les défenseurs du milieu de la santé mentale de tout le pays réclament ces fonds. Et dans ma circonscription seulement, il y a près de 4 000 personnes qui ont besoin de soins en matière de santé mentale et de traitement de toxicomanie maintenant. Alors pourquoi ne pas accorder ce financement dans le budget de 2023 comme promis? Le très honorable Premier ministre, nous nous étions engagés à financer la santé mentale à l'échelle du pays parce que nous avons vu qu'il y a davantage de Canadiens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'avoir un meilleur accès au soutien, qu'il s'agisse d'étudiants, d'aînés, de Canadiens qui travaillent, d'agriculteurs qui font face à des problèmes. Nous savons qu'il faut être là pour les Canadiens. C'est essentiel et voilà pourquoi nous travaillons avec les provinces pour que les ressources soient accordées. Nous allons offrir le financement et il faut qu'il y ait de meilleurs résultats pour les Canadiens. That's all the time we have for questions. C'est tout le temps qu'on a. Bon.